On m'a demandé de répondre à une question qui est l'énergie n'est-elle qu'alimentaire, en prenant comme exemple l'animal de sport. Et en l'occurrence, pour quelqu'un comme moi qui baigne dans l'animal de sport depuis, en particulier le chien, parce que j'ai tendance à penser que le cheval est un animal qui à la fois est un peu stupide et ne sent pas très bon. Donc je préfère de très loin le chien. Bon, toujours est-il que ces animaux, ils ont un intérêt, ils ont effectivement un intérêt pour essayer de voir en quoi l'énergétique alimentaire n'est pas la seule limitante en fait à la performance sportive. Alors un petit catalogue vite fait, c'est quoi un animal de sport? Le cheval, bien évidemment, je pense que tout le monde connaît les chevaux d'équitation. Alors dans l'équitation, vous allez trouver le jumping, vous allez trouver le dressage, vous allez trouver le cross, vous allez trouver l'endurance qui est très développée dans les pays du Golfe. Pourquoi ce catalogue? Parce qu'en fait, tous ces types d'efforts sont différents et quand on se réfère à l'énergétique, bien que ce soit chez le cheval, chez le chien ou chez l'homme, en fait, on a 3 voies métaboliques qui permettent d'amener de l'énergie aux muscles et donc de transférer cette énergie en mouvement. Et la connaissance, en fait, de ce qui se passe dans ces différents types d'efforts conditionne un petit peu la manière dont on va alimenter ces animaux. Ensuite, venait le domaine des courses, avec des chevaux qui font du galop, on a du trot monté, on a du trot attelé. Voilà en gros ce qui se fait chez le cheval. Et si on regarde un petit peu ce qui existe chez le chien, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui font travailler ou courir des chiens, en tout état de cause, il y a de plus en plus de monde en France qui va dans ce sens-là, et c'est une très bonne chose. On a un très fort développement de ce qui s'appelle le canicross, où on court avec son chien. Idem pour un sport comme l'agility, qui est un sport à la fois physique et un peu intellectuel pour le chien. Les courses de lévrier, c'est pas trop développé dans notre pays, mais ça reste quand même un classique du genre. Et puis on a des disciplines de mordant, on a bien évidemment des disciplines sportives de chasse, je ne suis pas en train de parler de la chasse en elle-même, des disciplines de travail sur troupeau qui sont excessivement demandeuses en énergie, là encore pour le chien. Et parfois les chiens racontent des bêtises. Des disciplines sportives qui me tiennent à cœur, ça fait 40 ans que je baigne dans ce milieu-là, qui sont celles du traîneau à chien, avec d'abord des compétitions qui se déroulent sur neige, qui font appel au traîneau avec un nombre croissant de chiens en fonction des distances, le ski joring, qui est là encore une discipline monochien qui se développe très fort, et puis la poulka scandinave, comme on dit, qui est à l'origine en fait des sports de traîneau en Scandinavie, quand les chasseurs partaient à la chasse avec le matériel qui était traîné par le chien, puis un jour ils ont décidé de confronter la valeur de leurs attelages. On a également les mêmes choses sur Terre. Bon, je suis moins fanat, mais ça permet aux gens qui ne se trouvent pas dans des zones enneigées de faire travailler leurs chiens. Et puis des sports nouveaux qui naissent, comme le flyball ou le frisbee, ou des disciplines d'olfaction qui, elles aussi, me tiennent à cœur. J'y reviendrai un tout petit peu plus loin et très rapidement. Parce que physiquement, elles ne sont pas forcément excessivement demandeuses en énergie, mais par contre, elles le sont en énergie mentale, et donc forcément, quelque part, en énergie alimentaire. Et c'est un peu dans ce domaine-là qu'on se rend compte que finalement, il n'y a pas que l'alimentation pour amener l'énergie à un chien, aussi le volet mental, entre autres. Donc là-dedans, on a le pistage, recherche de personnes égarées, on a la recherche humanitaire avec la recherche de personnes ensevelies sous décombres ou sous neige. Et puis on a d'autres espèces animales qui font du sport. Vous avez des courses de dromadaires dans les pays du Golfe ou en Arabie Saoudite, par exemple, et là, il faut dire que les moyens sont nettement plus colossaux en jeu que ce qu'on a sur nos disciplines sportives en Europe. Et vous voyez que les jockeys ont été remplacés par des petits robots. Alors ils ont transformé un petit peu leur chameau-drome. Et vous voyez au fond qu'il y a des 4x4 là, qui longent la piste. En fait, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vu ce type de compétition, mais vous avez une véritable autoroute autour. Et puis chaque propriétaire de chameau est là en train de piloter son petit robot avec une télécommande de jeux vidéo, et c'est assez rigolo. Enfin, pour l'anecdote, les courses d'hippopotames en Floride, il fallait être américain pour inventer cette bêtise. Bon bref, pourquoi prendre l'animal de sport pour parler d'énergie? Parce que ce qui est intéressant dans ce domaine, on aurait pu prendre la production laitière, la production d'œufs, la production de viande, mais ça aurait été moins sexy, on va dire.
En fait, le mouvement est un transfert d'énergie. On part d'une énergie chimique, qui est celle qui est stockée dans l'animal, pour la transformer en énergie mécanique. Et toute la problématique, en fait, est une problématique, certes, de fourniture d'énergie pour ce mouvement, mais également une problématique de rendement et de transformation, en fait, d'énergie d'un type chimique en une énergie d'un autre type mécanique. Donc l'énergie peut possiblement ne pas être qu'alimentaire. J'espère vous en convaincre. En tout cas, on répondra ensemble à la question, puisque je crois que c'est le jeu dans ce congrès. Et si on regarde l'énergie dans l'organisme, et je ne vais pas vous faire un cours d'énergétique, bien évidemment, mais les aliments, ils rentrent par un bout dans un tuyau. Il en ressort quelque chose à l'autre bout du tuyau, donc des choses qui n'ont pas été digérées, plus des sécrétions digestives. Et puis, cette énergie, une fois qu'elle entre dans l'organisme, elle sert à maintenir la température corporelle constante. On peut stocker l'énergie, généralement sous forme de grammes, mais pas que. Ça sert à renouveler les tissus, bien évidemment, avec des réactions enzymatiques qui souvent sont coûteuses, elles, en énergie, et qui vont dégager de l'énergie, car ce sont des réactions chimiques qui sont exothermiques, et puis elles assurent l'activité normale de l'animal, donc c'est ce qu'on appelle l'entretien. Donc les aliments ingérés, on les connaît, les réserves, on sait comment elles se mettent en place, et le maintien de la température corporelle constante, ça, ce sont des choses que l'animal domine bien. Alors, nous, chez l'animal, on va un petit peu plus loin que chez l'homme dans la manière dont on considère cette énergie. Je veux dire, chez l'homme, on parle de calories par jour, et puis voilà. Nous, on est confronté quand même à une autre problématique, qui est la problématique de la production animale, qui fait que quand on alimente un animal, on doit essayer de l'alimenter de la manière la plus convenable possible pour lui permettre d'assurer une production qui soit à la fois quantitativement et qualitativement la meilleure possible, mais le tout avec un coût qui va être le plus faible possible. Je ne sais pas si vous avez une idée des marges que peuvent faire nos éleveurs actuellement. Quand ils travaillent, voilà, il faudrait peut-être qu'un jour l'humanité, au moins la nôtre, je ne parle pas de celle des pays en développement, mais réfléchisse un petit peu à payer sa bouffe au prix où elle doit le payer, en lieu et place de s'acheter des smartphones tous les ans qui coûtent quelques centaines d'euros. Bon, ça n'est qu'une remarque personnelle, mais bon. Alors, quand on s'intéresse à ça, forcément, je veux dire, on va regarder ce que sont les différentes étapes de la dégradation et de la valorisation de l'énergie par l'organisme. Donc les aliments ingérés, oui, c'est une valeur énergétique brute, mais si je mets ce bureau dans un calorimètre, il va aussi me dégager de l'énergie, et c'est pas pour ça qu'il va amener quelque chose à l'animal. Donc on commence par retirer tout ce qui sort à l'autre bout, c'est-à-dire les excréments et les gaz qui sont produits. Alors, les gaz produits par un poulet, c'est plus que négligeable. Par contre, vous savez très bien qu'une vache laitière, elle est susceptible de balancer quelques centaines de litres de méthane par jour dans l'atmosphère. Bon, il en va de même chez le chien ou chez le cheval, qui sont nos espèces de référence cet après-midi, avec des variations que vous connaissez, surtout si vous avez l'occasion de vous promener en voiture, vitre fermée avec votre chien. Cette énergie digestible, derrière ça, eh bien, il y a des éléments qui vont être rejetés. Le premier conférencier tout à l'heure parlait de l'énergie des urines. Oui, dans les urines, on retrouve tout un tas de molécules qui sont des pertes énergétiques pour l'organisme. Et donc, quand on enlève ça, on arrive à un stade d'énergie un petit peu plus proche de ce que l'animal va vraiment utiliser, qui est l'énergie métabolisable. Donc, celle qui va vraiment entrer dans le métabolisme et qui va en fait nous permettre, une fois qu'on a enlevé tous les coûts d'utilisation de ces molécules, ce qu'on appelle l'extra-chaleur, d'arriver vers l'énergie nette, qui est celle qui va vraiment être utilisée par l'animal. Alors pourquoi j'en viens à cette énergie nette ? J'en viens à cette énergie nette parce que concrètement, c'est là que l'animal va puiser en fait son énergie pour faire ces efforts physiques. Et l'extra-chaleur, c'est de la chaleur qui va s'accumuler dans l'organisme au fur et à mesure que les transformations ont lieu. Quand on a fait un bon repas, en règle générale, notre température corporelle, elle augmente. On quantifie un petit peu tout ça, on a notre énergie nette, et puis on va regarder ce que sont les rendements de transformation de cette énergie nette, qui est la base chimique du mouvement, en une énergie mécanique qui est celle du mouvement. Les aliments, vous les connaissez, si on prend le cheval ou le chien, on a des sources d'énergie alimentaire qui diffèrent, bien évidemment.
Les protéines, normalement, ne doivent pas être considérées comme une source d'énergie. Elles sont là pour renouveler les tissus, pour les synthèses de tout un tas de molécules, y compris des molécules d'ailleurs qui vont nous aider dans l'utilisation de l'énergie alimentaire. Mais normalement, ce n'est pas fait pour être utilisé à des fins énergétiques. Si ça l'est, c'est qu'on en consomme trop et que l'animal en consomme trop. Donc ça, c'est certaines graines protéagineuses pour le cheval, c'est la viande, le poisson, les œufs, etc. pour le chien. Ensuite, on a des glucides qui sont dits non fibreux. Schématiquement, c'est l'amidon et les sucres, qui sont une très bonne source d'énergie pour les deux espèces, plus préférentiellement pour le cheval que pour le chien. Et bien évidemment, ce sont les céréales qu'on trouve dans ce lot-là. Les lipides, c'est ce qui nous amène le plus d'énergie. Alors on croyait, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur l'animal de sport il y a quelques décennies, on croyait que le cheval n'était pas fait pour consommer des lipides. On se rend compte maintenant qu'on a de bien meilleurs rendements énergétiques lorsqu'on augmente la proportion de lipides dans la ration d'un cheval de sport. Chez le chien, c'est la base même, c'est le carburant de référence, et c'est un carburant qui fonctionne en fait par oxydation, celui-là, d'où le fait que le chien ait besoin de beaucoup de matière grasse quand il fait un effort, et qu'en même temps, c'est une espèce animale qui dispose de la plus importante VO2 max, comme on dit. Je ne sais pas s'il y a des physiologistes de l'effort chez vous, mais c'est la consommation maximale d'oxygène. Pour comparer simplement, cette VO2 max, elle se quantifie en millilitres d'oxygène par minute par kilo. Chez un triathlète ou un marathonien humain de niveau olympique, on est à 85-90 millilitres minute kilo. Sur un chien de traîneau de qualité moyenne, on est à 220-240 millilitres minute kilo. Donc on a un potentiel oxydatif qui est 3 fois supérieur chez le chien qu'il ne l'est chez l'homme, donc un potentiel d'endurance et de fourniture d'énergie en endurance qui est 3 fois supérieur. Ça veut dire aussi que, alors pour reprendre Lavoisier qui est un grand homme, je pense que vous savez que Lavoisier, indépendamment de cette phrase qui est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme, qui nous a été rappelé, il a également émis l'hypothèse que l'oxygène était un gaz toxique, ce qui lui a valu de se faire couper la tête à la Révolution et d'être guillotiné. Bon, voilà. Mais il avait raison, en fait. C'est-à-dire que l'oxygène consommé par ces chiens les met dans une situation de ce qu'on appelle un stress oxydatif, qui fait que pour contrebalancer ça, il nous faut plus d'antioxydants dans l'alimentation et dans les process métaboliques qui peuvent être mis en jeu. Enfin, il reste les fibres. Bon, alors les fibres, ça n'apporte pas grand-chose, si ce n'est que ça permet de lester un petit peu ce qu'il y a dans le tube digestif et de faire fonctionner ce tube digestif. Alors si on regarde maintenant cette énergétique musculaire à l'effort, c'est-à-dire ce qui nous permet, par transformation chimique vers mécanique, de fournir l'énergie nécessaire, on voit qu'on a une translation en fait des glucides comme étant la source énergétique principale sur des animaux comme le chameau ou le cheval même. Je vous l'ai dit, si pour le cheval les lipides commencent à revêtir un rôle non négligeable, vers le chien qui lui est très majoritairement demandeur en lipides. Je ne parle pas du dauphin, qui est un animal qui a, comme tous les cétacés, besoin d'énormément de matière grasse. Donc voilà en gros le schéma global. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que l'énergie pourrait être autre chose qu'alimentaire ? Et je crois que la réponse à cette question, elle passe par la recherche de l'amélioration des rendements de transformation énergétique. La première chose qui existe et qui m'a toujours surpris beaucoup, parce que, encore, je l'ai dit, je suis vétérinaire, donc plutôt rationnel, c'est qu'on se rend compte que à partir du moment où on arrive à développer la motivation d'un animal pour une tâche donnée, on a le sentiment que, il dispose de plus d'énergie, bien qu'il en ait consommé la même quantité. On le voit, nous, en ce moment, avec un programme de chiens de détection de maladies, là, sur lesquels, quand on a des animaux motivés, ils sont capables de travailler et d'y prendre plaisir pendant des heures, malgré une demande énergétique qui est très importante. Et ça, c'est valable dans tous les domaines d'activité sportive chez l'animal, puis de regarder des lévriers de course pour s'en convaincre. Donc derrière ça, en fait, on cherche comment on peut améliorer ces rendements de manière à ce que cette énergie alimentaire, elle soit un petit peu mieux valorisée ou beaucoup mieux valorisée sur l'exercice physique. L'entraînement physique, lorsqu'il est bien conçu, c'est évident, il va nous améliorer les choses.
À la base, sur un animal comme le cheval ou un animal comme le chien, le rendement de transformation énergie chimique en énergie mécanique, il est de 15-16%. Ce qui veut dire que plus de 84% de l'énergie est transformée en chaleur, ce qui vous explique qu'un cheval, ça transpire beaucoup, ce qui vous explique aussi qu'un chien qui, lui, ne transpire pas, hormis au niveau de ses coussinets, soit un animal qui soit très, très sensible à ce qu'on appelle le coup de chaleur, qui est une hyperthermie massive, qui est susceptible d'aller coaguler toutes les protéines de son organisme. Donc on est vraiment sur des situations d'urgence. Alors quand on entraîne convenablement, on se rend compte qu'on arrive à remonter ce rendement de transformation à 25%. C'est pas énorme. C'est pas énorme du tout, mais ça veut dire qu'on a quand même gagné 10% d'énergie en plus par un biais qui n'est pas un biais alimentaire. Ensuite, autre élément intéressant, c'est de regarder la température. Les animaux sont les plus performants à leur zone de neutralité thermique. Le cheval comme le chien, on est aux environs de 20 degrés. Si la température augmente ou si elle diminue, on est dans des zones qui vont, dans les deux cas de figure, nécessiter des surcroîts d'énergie pour, rappelez-vous la première diapositive que je vous présentais avec le maintien de la température corporelle, pour maintenir cette température corporelle à son niveau normal, lorsqu'il fait chaud ou lorsqu'il fait froid, il faut plus d'énergie. Alors quand il fait froid, c'est une évidence. Quand il fait chaud, c'est un petit peu plus difficile à comprendre et on en a l'illustration en permanence avec les chiens de travail qu'on est amené à projeter en fait sur des théâtres d'opérations extérieures, que ce soit des chiens militaires ou des chiens sapeurs-pompiers sur des tremblements de terre. On se rend compte que quand il fait très chaud, ces chiens ont un appétit qui s'effondre. En même temps, ils ont un besoin énergétique qui est celui de leur entretien, plus leur travail, leur effort physique, plus la lutte contre la chaleur, qui fait qu'il faut qu'ils consomment plus d'énergie. Et consommer plus d'énergie quand l'appétit diminue, ça veut dire qu'il faut concentrer beaucoup plus l'aliment, donc mettre beaucoup plus de matières grasses, puisque les graisses sont 2,5 fois plus énergétiques que les glucides. Et les graisses, quand il fait chaud, ça fond. Voilà. Donc, difficulté concrète. À l'inverse, quand il fait froid, si on prend des courses un petit peu de type ultra-marathon en longue distance chez le chien de traîneau, vous avez une course en Alaska qui s'appelle l'Iditarod qui se court sur 2000 km où les attelages font en moyenne 300 à 350 km par jour. Là, on est à un besoin énergétique quotidien qui est de 12 000 calories pour des chiens de 20 kg. Je vous rappelle qu'un cycliste du Tour de France qui fait une étape de montagne de 250 km, ce qui est à peu près le standard, et qui pèse en moyenne 60 à 65 kg, a un besoin énergétique de 6 000 calories. Donc ce chien de 20 kg, il faut lui mettre 2 fois plus de calories dans le ventre que le cycliste du Tour de France. C'est pas simple. C'est pas simple, et ça, pour les nutritionnistes qui s'intéressent à ça, dont je fais partie, oui, c'est un puzzle qui est assez intéressant à prendre en compte. Alors ensuite, dans ces facteurs extérieurs, il y a la notion de chaleur radiante aussi. Alors la chaleur radiante, c'est finalement la couleur de pelage de l'animal qui va, quelque part, soit lui coûter de l'énergie, soit lui en faire gagner. Si on fait un petit coup de caméra thermique sur ces 4 chiens, vous en avez 2 blancs et 2 noirs, vous voyez que ceux qui sont noirs, ils absorbent la chaleur et ils ont un pelage qui est beaucoup plus chaud en fait que les blancs qui eux reflètent cette chaleur radiante. Donc ça, par rapport à la lutte contre la chaleur, je suis toujours surpris de voir des chiens travailler et qui ont un pelage noir alors qu'on est dans des zones très très chaudes. Je pense qu'un jour il faudra expliquer cette donnée assez simple aux gens. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Travailler sur les matériels. On l'a dit tout à l'heure, l'oxygénation, elle est importante. Si je veux avoir un bon rendement énergétique, il me faut rentrer de l'oxygène dans ce chien. Et beaucoup de gens qui travaillent avec des chiens ont l'habitude de les récompenser avec ce type de boudin, comme on dit. Alors, ce sont des boudins de mordant ou des jouets qui sont sous forme de boudin. Ça, c'est streng verboten, c'est interdit. Ce qu'il faut, c'est essayer d'aller vers des boudins, mais qui soient des boudins vides avec des trous. C'est tout bête, mais ça permet tout bêtement au chien de respirer normalement, même quand il a ce truc en plastique en travers de la gueule. Et dans ce domaine du matériel, oui, essayer que ce soit le cheval ou le chien, de travailler sur des méthodes qui permettent de ramener la température de l'animal à aussi proche que possible de la normale.
Il y a maintenant tout un tas de gilets refroidissants qui existent. On est même en train de poser la question aux gens de Formule 1 pour savoir si on ne peut pas profiter de leur expérience dans ce domaine-là, mais les chiens, ça ne les passionne pas du tout. Alors après, on peut travailler sur quoi? On peut travailler sur la sélection génétique. Là, la sélection génétique, elle nous permet à la fois de sélectionner les bonnes voies métaboliques, mais aussi de sélectionner les bonnes conformations pour avoir les meilleurs rendements énergétiques, là encore à l'effort. Donc vous voyez qu'entre ce qu'on appelle un show dog, c'est-à-dire, j'ai pris encore l'exemple d'un chien de traîneau, donc un chien d'exposition, un chien d'une lignée course, vous avez une différence qui est quand même pas négligeable. Et dans ces lignées de chiens qui courent, eh ben, on commence à... Enfin, c'est pas qu'on commence d'ailleurs, on a effectivement des chiens qui sont sélectionnés pour le trot, d'autres qui sont des galopeurs ou des types intermédiaires en fonction des angulations en fait, des membres, ce qui permet d'assurer là encore un meilleur rendement. Alors qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre pour améliorer aussi cette chose au niveau énergétique sans parler d'alimentation? Le dopage. Oui, on peut, effectivement, le dopage chimique existe, le dopage existe aussi par les équipements. C'est interdit. Encore faut-il, c'est bien d'interdire des choses, mais il faut être capable de les contrôler. Alors dans le domaine chimique, la plupart des choses sont contrôlables. Il y a quand même beaucoup de contrôles antidopage chez le cheval, et il y en a aussi beaucoup chez le chien. Ça s'appelle du respect de l'animal. Dans le domaine des équipements, c'est plus difficile. Si vous vous souvenez de l'histoire des combinaisons en natation, c'est ni plus ni moins que, d'accord, ça améliore ça réduit la résistance à l'eau, mais en même temps, c'est une amélioration de l'énergétique du sportif en question. Bon, si on regarde les courses de chevaux, on a un certain nombre d'équipements on trouve de plus en plus d'ailleurs sur les chevaux. Est-ce que c'est du dopage ou pas? Bon, c'est un moyen d'améliorer la condition de l'animal quand il court. Dans le domaine du chien, on utilise de plus en plus des systèmes d'ondes magnétiques ou d'électrostimulation. C'est totalement incontrôlable. Il n'en demeure pas moins que ça améliore la condition de l'animal. Donc, est-ce que c'est du dopage ou pas? Voilà en gros l'ensemble des éléments qui peuvent conduire à ce type de questionnement en fait, qu'on peut avoir sur cette énergie qui, à mon sens, n'est pas qu'alimentaire. Alors, je vous dis simplement un petit mot de ce programme-là, parce que ça me tient à cœur. Tant pis si ce n'est pas le sujet. Mais on s'est lancé depuis 6 ans à l'école vétérinaire d'Alfort dans le développement en fait, de programmes de recherche qui visent à montrer que le chien peut être utile dans le domaine de la détection biomédicale. Je crois que ce qu'on a fait par exemple sur Covid, vous en avez peut-être entendu parler, mais le chien est effectivement plus efficace que les PCR pour détecter la présence du virus actif de la Covid. On a fait des petits dans 60 pays, 35 d'entre eux ont déployé. Tout ça a été financé par l'Organisation mondiale de la santé. Mais à l'évidence, il est des paradigmes qui sont totalement inacceptables pour nos médecins de l'administration centrale, sous-entendu la Direction générale de la santé. Et quand vous proposez un système de dépistage de masse qui coûte 100 fois moins cher que les fameuses PCR nasopharyngées qui ont fait la richesse des laboratoires et des pharmaciens, c'est sûr qu'il faut ramer, comme on dit. Mais néanmoins, au plan de l'énergie, on a appris des choses aussi, je vous le disais tout à l'heure. On a appris que ces chiens qui ne font finalement que se servir de leur nez, la petite que vous voyez là, c'est la mienne, leur besoin énergétique est considérablement augmenté par cet effort qui n'est finalement qu'un effort mental. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc l'énergie n'est-elle qu'alimentaire chez l'animal de sport? On peut dire oui, on peut dire non, on peut dire peut-être. Je vous laisse juge. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Bravo, monsieur. Bien que je sois pharmacien, je trouve que c'est très bien qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des chiens qui soient capables de faire des détections. Et j'espère que vous allez pouvoir continuer à le développer. La question que je voulais vous poser, c'est comment vous faites pour motiver, pour améliorer la motivation des chiens en particulier? Vous avez dit tout à l'heure que vous arriviez à augmenter leur motivation, en particulier dans cette application. Ouais. Comment vous faites? Oui. Alors, si on parle de chiens, d'abord, j'ai rien contre les pharmaciens, je vous rassure tout de suite. J'ai juste quelques copains pharmaciens qui ont changé de voiture à l'occasion. Donc,
En fait, si on parle du chien, on a deux moyens d'accroître la motivation des chiens. La première, si vous avez un labrador ou un beagle, ça reste la croquette, hein, bien évidemment. Bon, et ça, c'est un moyen d'améliorer les choses. Mais je pense que l'élément le plus important sur un chien de travail et sur un chien de sport, c'est le comportement du maître et c'est la relation entre l'homme et l'animal, très clairement. C'est-à-dire que si on a des gens qui ne savent pas développer une espèce d'empathie visible et palpable par l'animal en étant très expressif, on voit bien qu'à capacité physique équivalente, la performance ne va pas du tout être la même. Mais ce qui s'appelle pas du tout. Voilà. Donc c'est ça l'élément sur lequel on essaye de pousser actuellement. Et l'autre élément qui est important, alors là c'est plus pour le chien qui utilise son nez, c'est en fait d'amener le chien à trouver par lui-même la solution à un problème. Dans nos administrations, on a tendance à montrer au chien ce qu'il doit faire et puis à le pousser un petit peu à faire ce qu'on souhaite qu'il fait. Nous, on ne fait pas du tout ça. On va mettre le chien dans une pièce et puis on va attendre qu'il aille se manifester sur la chose vers laquelle on veut qu'il se manifeste. Et là, on a un petit cliqueur, clic-clic, on lui donne une croquette ou son jouet et on fait ça 2-3 fois et le chien a compris. Donc quel que soit le truc, si vous voulez venir voir nos chiens travailler un jour à Alfort, vous verrez qu'ils travaillent seuls, que quand ils ne trouvent rien, parce que quand on fait du dépistage de masse, le risque avec un animal, c'est que s'il ne trouve rien mais qu'il est récompensé que quand il trouve, à un moment donné, il va vous mentir pour avoir sa récompense. Donc on leur apprend à aller se mettre sur un petit coussin rouge s'ils ne trouvent rien, et là ils attendent et ils sont récompensés. Et quand ils en ont marre, parce que ça arrive aussi qu'ils en aient marre, on leur apprend à aller mettre la patte sur une petite pastille bleue qui dit pause, et là ça veut dire je veux faire une pause. Voilà. Et tout ça, c'est pas des chiens de cirque, hein. C'est juste profiter des opportunités. Quand le chien en a marre et qu'il quitte la pièce, au passage on appuie nous-mêmes sur le pause, on lui donne une petite croquette, une petite friandise, et puis il a très bien compris que quand il en a marre, il suffit qu'il fasse ça. Donc c'est pas difficile. Si un jour vous voulez travailler avec des chiens, la chose que je vous recommande, c'est de considérer que vous êtes un petit enfant de 3-4 ans, de vous mettre à quatre pattes, et puis de raisonner comme le petit enfant de 3-4 ans, et vous verrez que c'est enfantin. Merci monsieur pour votre présentation. J'ai juste une question un petit peu naïve. Sur un de vos transparents, vous avez mis que l'énergie que le chien consommait était répartie entre l'énergie mécanique et l'énergie thermique, et vous parliez d'un espèce de point optimal où la température était bonne, où l'animal, si j'ai bien compris, n'avait ni à se réchauffer ni à refroidir. On a cette expérience-là quand on fait du sport, qu'on se réchauffe en déployant une énergie mécanique. Est-ce que dans cette expérience-là, quand on court par exemple et qu'il fait froid, il n'y a pas une situation où l'énergie thermique est de toute façon produite comme une conséquence naturelle de l'énergie mécanique qu'on doit produire, ce qui fait qu'elle vient en déduction des frais de thermorégulation. Comment comprendre ça dans ce cas-là? Non, mais quand il fait froid, l'énergie thermique qu'on produit quand on fait un effort, que ce soit nous, le cheval ou le chien, vient en déduction des frais de thermorégulation. On est bien d'accord. Après, quand vous allez vers le modèle extrême, par exemple, qui est le chien de traîneau, ce que je vous évoquais tout à l'heure, là, on est sur des températures moyennes qui sont de l'ordre de moins 35 à moins 45. Donc, la problématique régulation thermique, elle devient vraiment très, très aiguë et elle fait que le besoin énergétique augmente considérablement. Mais pour le reste, oui, je suis entièrement d'accord. Merci beaucoup pour cet exposé. J'avais une question sur les contrôles antidopage. Sur les animaux, comment ça se passe? Et bon, je suppose qu'il doit y avoir des prélèvements sanguins, mais est-ce qu'il y a d'autres façons de faire les prélèvements? Et j'avais aussi une deuxième question. Est-ce que le froid, ça peut aussi les aider à récupérer? On voit que pour certains sportifs, parfois ils vont se mettre dans une petite chambre de froid pour mieux récupérer après un gros effort. Est-ce qu'on fait la même chose pour des animaux de compétition? Alors, réponse à la seconde question, pour avoir testé moi-même la chambre froide de l'INSEP, qui est quand même à moins 110. Hein. Bon, on n'a pas, ça coûte une fortune, donc on n'a pas ces moyens-là chez l'animal, hein, très clairement. Donc il n'y a pas d'expérience sur la récupération au froid, hormis sur le chien de traîneau quand il est dans des contrées comme le Québec, dont on parlait tout à l'heure, ou l'Alaska.
Pour ce qui est de votre première question sur le dopage, les contrôles dopage, ils sont alors très très réguliers chez le cheval, quel que soit le sport. Et, ça se fait par prélèvement sanguin ou par prélèvement d'urine, ce qui est quand même un petit peu plus pénible parce qu'il faut attendre que les animaux veuillent bien uriner. Alors, on peut toujours mettre un peu de poivre sur le clitoris d'une jument, ça la fait uriner tout de suite, mais ça se fait, hein, ça se fait quand on en a marre d'attendre. Et sinon, il y a eu des essais qui ont été faits sur la salive aussi dans le passé, mais la salive est tellement parasitée par tout un tas de choses, en particulier par les aliments, que maintenant on en est venu aux prises de sang. Et chez le chien, alors chez le chien, c'est préférentiellement l'urine. Donc là aussi, pour en avoir fait pas mal dans ma vie, c'est assez rigolo de se balader avec un manche à balai puis un petit pot, puis d'attendre que... Voilà. Donc maintenant, on essaye de les faire sur le sang, mais c'est pas entre nos mains, c'est l'Agence française de lutte contre le dopage qui débarque et qui décide de faire à sa façon. Et on a d'ailleurs du mal à leur expliquer en matière de chiens que peut-être que le fait d'utiliser du matériel pour chevaux n'est pas ce qui est le plus adapté pour le chien, parce qu'autant vous pouvez prendre 100 ml de sang à un cheval sans que ça ait de conséquences, autant pour un chien, c'est un petit peu plus rock'n'roll, quoi, voilà. Mais ça fait partie des petits conflits qu'on peut avoir. Merci beaucoup pour cet exposé qui était très intéressant et sur un sujet, je pense, qui est peu discuté. L'énergie n'est-elle qu'alimentaire chez l'animal de sport? Et vous n'avez pas répondu directement à la fin, vous nous avez laissé libre de nous former notre propre réponse, ou en tout cas embryon de réponse, mais en nous donnant certains éléments pour qu'on puisse se former nous-mêmes cette réponse. Donc je trouve déjà que c'est une démarche absolument magnifique dans le cadre d'un séminaire scientifique de manière générale. Donc vous avez fait votre exposé en plusieurs parties, en revenant d'abord sur ce qu'est un animal de sport. Vous nous avez donné plusieurs exemples, donc des exemples assez courants, par exemple les chiens de traîneau ou l'équitation, d'autres moins courants comme les courses de dromadaires ou d'hippopotames. Et personnellement, je n'en avais jamais entendu parler, donc c'est assez drôle on en apprend tous les jours. Vous êtes ensuite tourné donc, sur le fonctionnement de la dégradation de l'énergie ingérée, donc en nous expliquant qu'est-ce qui se passe quand un animal va manger, en nous expliquant que toute l'énergie ingérée, tout ce qui va être ingéré ne va pas forcément être, va ressortir en énergie, mais pas forcément utile dans le cadre du sport. Notamment, vous avez mis en avant le fait qu'il y allait y avoir des éléments rejetés, des pertes énergétiques, et que l'énergie métabolisable, en fin de compte, ne correspond pas à tout ce qui va entrer. Vous nous avez également montré que, en revenant sur Lavoisier, qu'il y a des transformations dans le sens où on a une énergie chimique qui va être transformée notamment en énergie mécanique et également thermique. Et vous êtes enfin revenu sur les raisons pour lesquelles on pourrait dire que tout n'est pas qu'alimentaire. Vous avez mis l'accent sur la motivation chez l'animal de sport en montrant que le rapport à l'humain, au maître, était très important et en montrant qu'un animal doit être respecté. Vous nous avez également montré qu'un bon entraînement physique était important pour pouvoir optimiser l'énergie alimentaire, qu'il fallait également prendre en compte l'environnement, donc l'environnement thermique notamment. Un animal ne va pas avoir les mêmes besoins énergétiques dans un environnement froid que dans un environnement chaud. Un autre détail auquel je n'avais jamais pensé, c'est la couleur du pelage qui va être importante. Un animal avec un pelage foncé va absorber plus d'énergie, ce qui semble en fait assez cohérent. Et vous avez également parlé donc du bon matériel en prenant l'exemple j'ai retenu l'exemple des jouets pour chiens pour leur permettre une meilleure oxygénation. Vous avez évoqué la sélection génétique et le dopage. Et vous avez parlé donc du programme de recherche Nosaïs, qui n'est pas directement en lien avec le sujet, mais je pense que ça peut rester important de le rappeler dans cette synthèse.
Les chiens peuvent être très efficaces pour tout ce qui est dépistage, pour la détection dans le médical. Et je pense que c'est un courant de recherche qui mérite également d'être approfondi. Donc merci beaucoup pour cet exposé.